avant de vous présenter mes camarades, j'aimerais quand même qu'ils sachent à qui ils ont préparé à déjeuner. Voici Isabelle. Isabelle est une héroïne. Figurez-vous, Isabelle vient de Tignes et a très vite dans son enfance découvert qu'elle était une enfant adoptée. Elle est née sous X. Et puis à un moment donné de sa vie, elle a eu besoin de savoir. Après 12 ans, elle retrouvera sa maman américaine et après 21 ans, son papa américain, Tom, qui est là. C'est lui? Waouh. Donc Tom est venu spécialement des États-Unis. Merci. Merci d'être là. Et elle a été poussée par Justine, une de ses filles, qui lui a dit il faut absolument retrouver tes parents. Et donc voilà, c'est un dénouement extraordinaire, beaucoup de recherches, beaucoup d'obstacles. Et donc voilà, merci d'être là. Merci beaucoup. Merci à vous. Et alors, je vous présente mes camarades. Alors, je vous présente Brigitte. Brigitte est dans ma vie depuis 16 ans et demi. Et donc, Brigitte, on va parler de quoi aujourd'hui? Eh bien, comment 90 centimes peuvent se transformer en baguette magique pour aider les personnes dans le besoin? Pour 90 Voilà. centimes, on peut aider les gens dans le Ah oui, Magnifique. formidablement. Ça vous intrigue? Ça vous donne envie? Complètement. Ok. Vous mangez des baguettes quand vous êtes en Californie? Oh, j'adore le pain. C'est ce que je préfère. French bread. Le pain au levain, oui. Alors, Luc est l'homme idéal. Et je dis souvent que c'est l'homme que j'aimerais être. Son père n'aime pas quand je dis ça. Et précisément, on va parler de quoi, Luc, aujourd'hui? Justement, la baguette, le pain, c'est très important. Moi, quand j'étais femme au foyer, je faisais tous les 2 jours le pain à mes enfants, mais à des amis, parce que j'habitais à l'étranger. Et c'est vrai qu'on veut Il retrouver m'énerve. Le mec, il fait lui-même son pain. Tom, vous savez faire le pain, vous? Non. Je sais comment le manger, mais c'est tout. Vous savez le manger, ok. Et donc, je me suis intéressé au métier de boulanger. C'est un des métiers les plus difficiles, d'accord? On travaille plus de 14 heures par jour, c'est pas évident. On se lève très tôt. On se lève très tôt, on est à 2 heures du matin dans son fournil, donc c'est pas facile. Eh bien, moi, je vais vous présenter un homme qui a révolutionné le métier de boulanger parce qu'il avait envie d'avoir du temps pour faire de la musique, pour faire du jardinage, pour vivre en famille, tout simplement. Et continuer d'être boulanger. Et continuer, bien sûr, d'être boulanger. Donc, créatif. Absolument. Et Marc, figurez-vous qu'on se connaît depuis quelques années. Marc m'impressionne parce qu'il a fait un choix particulier, un changement de vie. Il travaillait dans une multinationale aux États-Unis. Il faisait croire aux Américains que l'eau était un produit de luxe. Et il a tout lâché et il est parti faire le tour du monde en quête de sens. Et donc, Marc, on va parler de quoi? Aussi d'un changement de vie, on a vu la baguette, on a vu le boulanger, mais on va revenir à la farine. Donc on va parler d'un éleveur, donc moi je l'appelle une sorte d'Astérix. C'est un paysan rebelle, très attachant, qui était au bord de l'asphyxie et du surendettement. Il était dans la production laitière et il a décidé d'arrêter pour suivre son rêve, qui était de devenir meunier. Et il a eu beaucoup d'obstacles entre la personne qui voulait pas vendre le moulin, le banquier qui voulait pas lui prêter d'argent. Et malgré tous ces obstacles, il a réussi à aller au bout de ses rêves. Donc on en parlera tout à l'heure. Est-ce que le programme vous donne envie, Isabelle? Oui, 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 oui. Justine, Oui, très envie. vous avez envie d'en savoir plus ou pas? Oui. Oui, en français, magnifique. Oui, Et oui. n'hésitez pas à manger, si vous avez faim. Oui. Et alors, ça a été préparé par Luc. C'est Luc qui fait à manger. Vous aimez la cuisine française, Tom? I do. I love Oui, French cooking. j'adore la cuisine française. C'est magnifique. Especially Isa's Surtout la French cuisine cooking. d'Isa. Alors, c'est quoi la spécialité d'Isabelle? Tom, c'est quoi que vous aimez manger quand elle vous fait à manger? The specialty is Ta spécialité, c'est le fromage qu'on fait fondre. We pull out. Yes, Oui. Ça s'appelle? Comment on appelle ça? la raclette. La raclette. Raclette. Oui. Bon goût, c'est excellent, là. Excellent. C'est pas tellement compliqué. En français. C'est pas la plus compliquée à préparer. Mais c'est très bon. Je suis d'accord avec vous. Alors, Brigitte, on va parler de la raclette dans un instant. Mais auparavant, on parlait de la baguette. Et tu es en train de nous dire qu'au fond, on peut être solidaire avec 90 centimes. Exact. Juste en achetant une baguette. Ça veut dire quoi? Alors, je vous explique d'abord. C'est parti d'une idée, d'une tradition napolitaine, le café suspendu. Alors, le café suspendu, c'est vous entrez dans un café, vous payez votre café et vous en payez un deuxième pour les personnes qui ne pourraient pas s'en payer un. Donc voilà, c'est affiché dans le café, tant de cafés suspendus et les personnes rentrent et prennent leur café quand ils en ont envie. Donc, quand on paye son café, Oui. on paye un café pour quelqu'un d'autre, on ne Voilà. sait pas à qui on le paye. Non, c'est fait comme ça, généreusement. Et Ça, c'était à Naples. ça, c'est à Naples. Et donc, le commerçant, lui, évidemment, s'engage Bien sûr. à ne pas garder les sous pour lui, à vraiment offrir Ah, bien un sûr, café. oui, bien sûr. Vous aviez déjà entendu parler de ce principe?
Oui, j'en ai entendu parler. Chez nous, certaines personnes font même ça au péage. On dit, prenez ces $5, je paye pour la voiture derrière moi. On appelle ça payer en avance. Et d'autres personnes le feront pour nous la prochaine fois. Vous voulez nous faire croire que les Américains sont généreux? Eh bien, pas vraiment. Surtout avec les migrants en ce moment. Malheureusement, je préférerais que ça se passe différemment. Mais oui, il y a beaucoup d'Américains généreux, surtout ceux qui ont énormément d'argent, comme Warren Buffett, qui a promis toute sa fortune à des œuvres caritatives. Je trouve ça magnifique de la part de ces gens qui sont si riches. Alors donc, on a vu à Naples et donc en France. Et en France, donc déjà, en France, on fait déjà le café suspendu. Hein, il y a plein de cafés qui le font. Mais il y a un Français qui a eu une idée. Lui, il s'est dit, ce qu'il faut, il est boulanger. Il s'est dit, ça serait bien de nourrir aussi les personnes. Donc l'idée, c'est qu'il fait pareil. Vous achetez une petite baguette chez lui ou chez d'autres maintenant, et vous payez votre baguette et hop. Il y en a une autre qui est suspendue encore. Si on n'a Ça pas une s'appelle deuxième. Suspendue, il y en a une deuxième. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les gens qui viennent récupérer, c'est affiché, hein, il affiche sur une ardoise, hop, tant de baguettes suspendues. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les personnes qui viennent, elles n'ont pas l'impression de commander. C'est offert, c'est payé déjà. Donc elles ont pas moins honte de demander. Il y a déjà 100 boulangeries qui font ça. Et quand ils ont trop de baguettes et que les personnes ne sont pas venues les chercher, ils les donnent à des associations qui les redistribuent. Voilà. Réaction Isabelle? Eh bien, Vous avez entendu parler de ça? Non, je n'avais pas entendu parler de générosité comme ça, mais c'est super. Je suis la première à aller acheter une baguette et une autre. Quoi. Voilà. C'est vrai qu'on peut le faire. On peut le faire. trouve ça- Voilà, c'est Juste- pas grand-chose. Non, c'est facile et puis ça évite aussi le gaspillage. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de pertes dans les... Alors comment on fait? On va dans n'importe quelle boulangerie ou il y en a des spéciales? Alors, il y en a qui ont un petit sigle D'accord. que voici. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans la boulangerie. Voilà. Et ils ont une ardoise et ils mettent, ou un petit papier, enfin, ils mettent le nombre de baguettes qui sont à la disposition des personnes qui n'ont pas d'argent. Donc les personnes voient ce sigle, c'est bon. Et d'autres même le font sans avoir ce sigle et qu'ils le proposent. Alors, ils le marquent quelque D'accord. part dans leur boulangerie. Et je vous en parlerai une autre fois, mais il y a une histoire de coiffeur qui Ah, Ça marche sur le même principe? qui marche sur le même principe. un Vraiment, cheveu, je coupe un cheveu du voisin. Voilà, exactement. Une petite mèche. Non, je vous dirai après. Une Ah, autre ok. fois. Et bah, merci Brigitte pour cette idée. Donc c'est très simple en fait. Et alors on n'a pas dit ce qu'on mangeait, j'imagine. Et dis la vérité Luc, t'arrêtais pas de te dire purée, on n'a pas dit ce qu'on mangeait, c'est moi Ouais. qui fais. J'étais un petit peu colère, je dois le dire. Qu'est-ce qu'on mange? C'est un velouté avec du céleri rave, des pommes et des noisettes. Et comme on parle de pain, on a fait des petites tartines avec un florilège de charcuterie. Alors il y a un petit peu de tout, là. Vous pouvez goûter des charcuteries différentes. Et puis en dessert, il y a une pavlova avec des fruits rouges. Voilà. T'as vu ce En petit toute simplicité. Oui, c'est rien. Comme ça je s'est sais pas fait en- cuisiner, ça m'énerve. Oh, c'est rien, j'ai fait une pavlova. Je fais exprès. C'est la recette préférée de ma femme, elle fait ça très bien. Donc, Vous savez ce que j'aime faire, moi? Je sors avec mon assiette et je vais la proposer à quelqu'un qui a faim dans la rue. why not? C'est une belle pensée. Merci. Et alors, Marc, on a parlé tout à l'heure de quelqu'un qui avait des difficultés en tant qu'agriculteur et qui a décidé d'aller vers son rêve malgré tous les obstacles. Alors, Au-delà du rêve, moi, ce qui m'avait touché, quand j'habitais aux États-Unis et que je travaillais pour une multinationale, en regardant beaucoup de documentaires, j'ai senti le poids et la marchandisation du monde et en fait à quel point notre santé, l'homme, la nature étaient vraiment bafoués. Et en cherchant des solutions, on est parti notamment en Inde et là on est tombé sur des Gandhiens, entre guillemets, donc des personnes qui s'étaient inspirées de la philosophie de Gandhi pour retrouver une forme d'autonomie. C'était leur manière de résister, en fait, c'était de dire soyons autonomes. Et il y avait forcément donc, les agriculteurs, le meunier, le boulanger, et tout le monde travaillait ensemble. Et ça m'avait beaucoup inspiré. Et en rentrant chez moi, moi-même je me suis formé à l'agriculture biologique, et en allant chez mes grands-parents, en leur parlant de ça, ils m'ont parlé d'un meunier qui habitait à côté de chez eux et qui n'avait pas toujours été meunier. Donc lui, au départ, il travaillait dans la production laitière. Et en France, c'est un métier très difficile aujourd'hui. Les paysans, ils vont pas très bien en France. C'est 14%
des paysans qui pensent qu'ils risquent de cesser leur activité à cause des difficultés financières dans lesquelles ils se sont empêtrés. Donc on a un secteur qui va très Parce que mal. beaucoup de surendettement, Le surendettement. des investissements nécessaires, et donc quand on n'arrive pas à vendre et qu'on n'est pas payé soi-même, c'est des situations désespérées. Exactement. Donc en France, on estime qu'en les années 60, on était entre 4,5 et 5 millions, et aujourd'hui, c'est 500 000 agriculteurs. Donc c'est une profession qui disparaît. Donc là aussi, un fléau, une fatalité, Voilà. et malgré ça. Et donc malgré ça, donc à un moment où justement cette personne, donc on va aller voir, donc qui s'appelle Jean-Pierre, qui était dans cette spirale-là, il a senti qu'il devait soit augmenter la taille de sa production pour survivre et donc se surendetter, ou faire autre chose. Il a eu envie plutôt que de rentrer dans cette spirale-là, de suivre son rêve. Et son rêve, c'était de devenir meunier. Personne n'y croyait, en fait. De reprendre un moulin aujourd'hui, ça n'a pas tellement de sens pour beaucoup de personnes. Le banquier voulait pas lui prêter d'argent. La personne ne voulait pas vendre son moulin. Mais lui, depuis qu'il était sur les bancs de l'école, c'était son rêve. Et il a dit, moi, j'écouterai personne, je ferai ça. Vous avez envie de savoir? Tout de suite. On y va. Jean-Pierre. Bonjour Marc, Enchanté. bienvenue dans le Pays Gallo. Merci. Donc on est devant un moulin à vent qui fonctionne. Qui fonctionne. Moi, je suis curieux de savoir comment on devient meunier en 2016. C'est une histoire qu'on va pouvoir se raconter au soleil. Allez. Hein, on y va? T'es pas meunier, t'étais J'ai- agriculteur. J'étais agriculteur, oui. Je me suis installé en 1982, à 20 ans, comme agriculteur en production laitière. Et donc c'était une production assez modeste, hein, mais qui, ma foi, faisait bien vivre son homme à l'époque. J'étais pas du tout en phase avec une production intensive. Tout d'un coup, il y a eu les mises aux normes qui sont donc arrivées. C'était un nouvel investissement qui aurait été au-delà de ma capacité de remboursement. Et quel regard tu portais sur cette filière-là à ce moment-là? Inquiet parce que je voyais bien que c'était un système qui nous emmenait vers des difficultés très importantes, hein, des difficultés financières, et qui mettait en danger ses propres acteurs, quoi, hein, je dirais les paysans, les gens de la terre, qui sont censés être heureux, hein, en campagne. Et là, on entendait parler de suicide. Donc c'était quand même gravissime de penser que des agriculteurs qui sont en pleine campagne, dans un cadre de vie quand même agréable, puissent en venir au suicide, quoi. Donc effectivement, moi, ça confirmait qu'il fallait changer de cap. Je suis revenu à un de mes rêves, qui était de devenir meunier. On va peut-être le réorienter un petit peu, parce que le vent a changé un petit peu. Donc on relève les stabilisateurs. Hop. Attends, peut-être qu'il... Attends. Oui. Ouais, c'est ça, tu relèves Ouais, ça. vas-y, relève. Et là, la technique, c'est de donner un bon coup d'épaule, de sentir que ça va partir, et quand ça part, hop, on remet ça. D'accord? Donc on y va, un à coup. Allez hop. Ça y est, on est parti. T'as vu? Vas-y, pousse tout seul. Là, on va être bien, je pense, parce qu'on a repris le nord-ouest, là, c'est bon. Voilà. À quel moment ça t'est venu, cette idée de devenir meunier? Alors, ça m'est venu sur les chaises d'école de 5e, où une prof de français a eu la bonne idée de me faire lire les lettres de mon moulin. Et là, je me vois encore m'identifier à Maître Corneille. Et je me suis dit, moi aussi, je vais arriver un jour à faire tourner ce moulin de Berthaud que j'avais dans ma tête. C'est un ressenti de bien-être, de satisfaction d'avoir réussi quelque part à pousser les portes, parce qu'il y avait quand même pas mal de portes à pousser, quoi, hein. Et surtout d'avoir réussi quand même, avec, je dirais, des techniques anciennes, arriver à en faire un métier d'aujourd'hui. Alors regarde, ça c'est la plus belle chose. Tu veux sauver le monde, tu le sauves avec ça. Des graines de blé. C'est pas beau ça? Là tu nourris tout le monde avec ça. C'est ok? Allez. Que je sois venu quand même pour quelque chose, quoi. Ah bah je suis content. Ça me fait du bien parce que je prends de...
Pourquoi est-ce que vous achetez du coup au moulin de Berthaud la farine? Parce qu'on est, nous, dans une démarche plus locale et bio pour notre crêperie. Ce que j'aime bien dans ce système-là, c'est que s'il y a un reproche éventuellement à faire, déjà vous le feriez en toute clarté, il n'y aurait pas de problème, et je ne vais pas me dérober. Je ne vais pas dire ah oui, mais moi le sarrasin, je ne sais pas d'où il vient. Je n'ai pas le droit de me dérober, c'est mon sarrasin. Après, c'est plus agréable d'avoir une discussion déjà entre nous, plutôt que de recevoir un livreur qui dépose et là, ça n'a rien à voir. Quoi. Même humainement, moi je préfère. Ah oui, c'est vrai, il y a un côté humain qui est très important. Fort, La chose dont je suis le plus fier, c'est d'avoir remis en avant le travail de nos ancêtres. Je me dis que l'homme avec 2 mains peut faire des choses extraordinaires. Quand il est conscient qu'il a 2 mains, tout suit après. Je pense que c'est les plus beaux outils qu'on peut avoir, c'est les 2 mains. On pourrait les regarder tourner longtemps. Hein. Ah ouais. Ça hypnotise en fait. Les ailes du moulin. On est complètement hypnotisé, oui. Isabelle, réaction. Quelle passion. Ouais. Quelle passion. Et puis d'arriver à la réaliser en plus. Chapeau à ce monsieur. Oui. Justine. Oui, puis c'est aussi un savoir-faire qui va perdurer. D'ancêtres, les ancêtres. Oui, des ancêtres, oui. Parce que c'est vrai qu'on n'en voit plus beaucoup. Hein. Tom, est-ce qu'il y a des meuniers aux États-Unis? Laissez-moi réfléchir. Je ne suis pas sûr qu'on ait la même chose chez nous. Toutes nos fermes sont en train de se transformer en grandes entreprises agricoles. Le petit fermier n'arrive plus à s'en sortir et préfère tout vendre aux grandes multinationales. Ce sont elles qui font tout pousser et qui gagnent de l'argent. Mais je trouve que cette histoire est magnifique. Et en plus, nous, il faut que vous sachiez, Tom, c'est qu'on a tous grandi. Alors, je crois que c'est toutes les générations avec une chanson qu'on va chanter spécialement pour vous. Vous allez apprendre par cœur et que vous allez rentrer aux États-Unis. Vous allez l'apprendre à tous les Américains. Attention, à 3, on n'a pas répété. 3, 4. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. La suite, on vous la chantera plus tard. C'est une chanson qu'on apprenait quand on était enfant. Donc, les meuniers, pour moi, ça faisait partie des contes d'enfants, en fait. Oui, mais c'était hypnotique, comme tu disais, parce que c'était pour endormir les petits. Meunier, tu dors, c'est comme là, les lits, c'est le toit. Enfin, je sais pas comment on dit. On a tous eu des jouets d'ailleurs avec des petits moulins. Aujourd'hui, les enfants, il y a quelque chose de très symbolique avec l'élément du vent. Mais ça a l'air anachronique. Bah, j'aurais pas pensé spontanément, en effet, mais quand tu non seulement en fait il fait cette farine là, mais en plus ça cartonne en fait. Il refuse des clients. Donc c'est ça qui montre en fait qu'aujourd'hui il y a vraiment quelque chose avec les bons produits faits comme ça en fait, parce qu'il y a un vrai savoir-faire et donc il est au top. Est-ce que vous auriez envie de le rencontrer? Ah oui. Évidemment. Ah oui. Alors pas besoin d'aller en Bretagne, il est venu jusqu'à nous. Ah, hyper. Et donc toi, c'est ta famille qui t'a parlé de lui? Moi c'est ma grand-mère, ils habitent pas loin et c'est un peu une star quand même dans la région parce que Star, on reçoit une star même, messieurs. Wow. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que je serre la main d'un meunier. Bonjour. Vous êtes bienvenue. Ça porte bonheur. Ça porte bonheur. Je sais pas. Merci d'être là. Voici donc Isabelle, Tom, Justine. Très belle histoire. Merci. Il est venu spécialement des États-Unis pour vous rencontrer. Oh mon Dieu. il veut amener le moulin aux États-Unis. Il le rachète. Non. Jean-Pierre, vous réalisez que c'est presque anachronique. C'est-à-dire, d'abord, évidemment, il y a la réalisation de ce rêve, mais du coup, c'est un rêve d'enfant pour vous. C'est un rêve d'enfant, oui. Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi? Elle est institutrice, vous le disiez, c'est ça? J'ai envie de faire ça? Eh ben, non, pas du tout. Je pense que c'est un pur hasard. Hein. En fait, j'étais plutôt un gamin peu studieux. Je regardais souvent par la fenêtre. Et un jour, elle nous fait lire les lettres de mon moulin. Et je pense que j'ai mis en relation, en fait, ce que mes parents étaient, c'est-à-dire des gens qui étaient très autonomes, qui pensaient avant tout à gagner un peu d'argent pour payer des études à leurs enfants. Donc, ce qui était très fort comme sentiment. Et je me suis dit, mais ce Maître Cornille, dans cette histoire du secret de Maître Cornille, mais c'est exactement... Maître Cornille. Oui, Maître Cornille. C'est vraiment le personnage qui correspond à ce que mes parents m'ont inculqué, quoi. Cet homme qui luttait contre je dirais presque les éléments, puisque malheureusement, à une époque, il a eu beaucoup de mal à en vivre son moulin. Hein. C'est presque la pitié à la fin qui l'a fait vivre, quoi. Hein. Et ça m'a beaucoup touché, quoi. Et je crois que tout s'est résumé sur une phrase.
Et c'est là, je pense, qu'il y a vraiment eu le plus gros coup. C'est quand Maître Cornet il dit à ses clients, allez donc dans les minoteries qui travaillent avec l'énergie du diable. Moi, mon moulin, il travaille avec le souffle du bon Dieu. Oh. Et là, moi... Vous voulez nous faire la chair de poule. Ah, ça met chair de poule. Comment vous dites chair de poule en américain? Oh, je sais, chickenpox. C'est pas ça? Chickenpox? C'est ça, hein? Chickenpox, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Chair de La poule? chair de poule. Oui, Je crois que c'était goosebump. Ah oui, moi j'ai entendu ça. Ah non, chickenpox, c'est pas le... C'est les boutons de c'est varicelle. la varicelle. Ah, vous me donnez la varicelle. Jean-Pierre, vous me donnez la varicelle. Bon. Sky Myers Bond. Le vaccin. N'empêche que tout le monde m'a compris. Non, parce que c'est intéressant parce que nous on dit chair de poule et en Amérique vous dites goosebumps. Goosebumps. Donc nous on parle de la poule, la chair de poule et donc aux États-Unis c'est loi en fait. Et donc c'est magnifique cette phrase. Ça résume tout. Le souffle de Dieu. C'est ça la phrase. Oui, alors donc, il disait donc à ses clients, allez donc voir les minoteries qui travaillent avec l'énergie du diable. Moi, je travaille avec mon moulin, avec le souffle du bon Dieu. Le souffle du bon Dieu. Voilà. Et donc ça vous a habité finalement sans même ça m'a vous en rendre complètement compte dans habité. votre inconscient. Ça m'a complètement habité. Et alors, Et j'ai mis ça d'un petit coin de ma tête. bon, et sauf qu'après vous avez travaillé dans l'industrie, en tout cas la production laitière. Oui, la production laitière, oui. Et c'est vrai que j'ai appris un chiffre terrible. Voilà, Marc nous disait tout à l'heure qu'il y avait tous les 2 jours en France un agriculteur qui se suicidait à cause des dettes. Oui. Et donc, je croyais que c'était en Inde, tellement ça me paraissait fou et loin. Et donc, c'est ici. Vous avez eu la sensation qu'il fallait bouger avant d'avoir des pensées suicidaires. Oui, alors toujours dans la même idée de mes parents qui m'avaient quand même inculqué l'autonomie. Donc moi, j'étais toujours resté quand même calé là-dessus. Hein. J'allais un petit peu à reculons sur cette agriculture intensive. Et vous savez, au fur et à mesure que les années passaient, on nous imposait encore de nouvelles normes et très rapidement, c'est devenu insoutenable, quoi, hein. Entre autres, les dernières normes qui étaient les normes sanitaires au niveau des lisiers, des choses comme ça et des fumiers. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en fait, on a obligé des agriculteurs à investir dans des faux salisiers, des choses comme ça. Et ça concernait bien plus les gros agriculteurs. Mais en fait, ce sont les petits qui ont subi ça, alors qu'eux étaient les moins pollueurs, puisqu'ils travaillaient souvent sur des pailles, et c'était pas du tout polluant. Mais ça éliminait une grosse partie des normes, des obligations voilà. pas du tout appropriées, en fait. Pas du tout appropriées à la population agricole, qui était beaucoup plus, je dirais, qui était moins importante que ces grosses exploitations, quoi. Donc ça fait beaucoup de mal. Un vrai désespoir. Et devant ça, parce que ça a l'air d'une fatalité, vous vous dites non, il faut... Voilà, moi Comment vous j'ai réveillez, été mis au pied du mur. C'est soit que j'y allais, moi aussi, aux mises aux normes, ou soit que j'arrêtais, quoi. Hein. Et je me suis dit, bon, de toute façon, il faudra mettre de l'argent dans ces mises aux normes. Cet argent-là, je ne le mettrai pas dans les mises aux normes. Je le mettrai dans ce rêve qui était resté dans la tête. La banque voulait vous prêter ou pas du tout? Alors, la banque, c'est venu un petit peu après. Ce qui est assez drôle, c'est que le premier obstacle, c'était d'arrêter de faire du lait. Ouais. C'était ça le premier obstacle. Quoi. C'est là qu'on voit tout de suite qu'on est quand même pieds et mains liés, quoi. Hein. Pourquoi c'était compliqué d'arrêter? Eh ben parce que, si vous voulez, vous êtes quand même un fournisseur d'une grosse entreprise qui a besoin de ramasser un certain nombre de litrages pour, bien sûr, satisfaire ses clients. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop de fournisseurs arrêtés parce que l'entreprise se trouve en difficulté, quoi. Hein. Donc, moi, ma décision était prise. Ça m'avait quand même travaillé pendant quelques temps. Donc, j'ai fini par appeler ce qu'on appelait le prospecteur. Donc, c'est la personne qui est intermédiaire entre la laiterie et le producteur. Et je lui ai dit, écoute, viens me voir, moi, j'arrête. C'est décidé, j'arrête. Il est venu me voir dans la foulée et il me dit, mais écoute Jean-Pierre, tu sais, tout le monde a des coups de mou. Hein. Il dit, on connaît ça. Il dit, dans 15 jours, 3 semaines, ça ira mieux. Il dit, faut pas arrêter comme ça. Il dit, c'est un mauvais passage. J'ai dit, non, tu comprends pas. Ça y est, ma décision, elle est prise. Je vais arrêter. Et il était persuadé que j'aurais changé d'avis. Donc il est reparti. Je me suis dit, c'est pas mal ça. J'ai dit, comment je vais faire pour arrêter? Donc du coup, je savais qu'il revenait quelques temps après. Oh, j'ai peut-être que chez lui aussi, ça va mûrir. Et ça a mûri. Mais d'une drôle de façon. C'est qu'en fait, il est revenu me voir. Il est venu avec les papiers. Il était prêt à me faire signer. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, la dernière fois que t'es passé, tu voulais pas que j'arrête. Ah, il dit, il m'arrivait quelque chose. Il dit, je suis allé à un enterrement d'un agriculteur qui s'était suicidé. Et j'ai rencontré en fait une dame à qui j'avais fait un dossier de cessation laitière également, mais là, pour la bonne cause, parce que c'était une dame qui partait en retraite. Et cette dame, elle m'a dit, tu sais, t'as pas fini d'aller aux enterrements.
Et il dit ça a tout résumé. Il dit je vais vite retourner chez Jean-Pierre, je vais lui faire son dossier. Il va arrêter. Incroyable. Voilà. Donc il m'a mis dans une position que j'étais pas moi, hein, parce que j'avais largement anticipé. Mais ça m'a fait drôle de voir ce jeune. De quelque chose. Oui, et puis voir ce jeune qui venait de démarrer dans l'entreprise. Hein. Ça l'a vraiment profondément touché. Quoi. Et alors, le premier obstacle, c'est effectivement d'arrêter. D'arrêter. Et ensuite. Et d'assurer ses arrières quand même. Hein. Donc j'ai dit à ma femme. J'ai dit, écoute, alors un petit peu avant, je lui avais dit, tu sais, le moulin que je t'avais emmené voir quand on s'est connus, là, j'ai dit, je crois qu'on va le restaurer, quoi. Réaction. Sa réaction. Elle dit, tu vas le restaurer? Ben, j'ai dit oui. Mais en même temps, c'est vrai que quand je l'avais emmené pour la première fois voir le moulin, elle avait quand même résisté à ce que je lui avais dit, ce qui était formidable. Donc je pouvais ressortir ça un jour ou l'autre. Donc c'est ce qui s'est passé. Et ce moulin, vous pouviez l'acheter parce qu'il faut de l'argent pour l'acheter? Alors, il faut de l'argent. Alors, c'était pas tellement le prix de départ qui était très important, c'était surtout la restauration. Et ce qui était le plus important au départ, c'était d'acheter ce moulin, c'est-à-dire décider la propriétaire à qui il appartenait de le vendre. Parce que j'avais écho que beaucoup de gens lui avaient demandé à l'acheter, et c'était toujours un niet. C'était catégorique, c'était non, mais sans explication. Alors du coup, moi, ça a fait que j'ai attendu. Et puis, un beau matin de décembre 99, on avait eu de fortes pluies. Toute la partie sud-ouest s'est donc effondrée. Parce que je le surveillais, le moulin. Hein. Je suis allé voir la propriétaire. Et j'ai dit, écoutez, Madeleine, elle s'appelait Madeleine. Elle s'appelle d'ailleurs toujours Madeleine. J'ai dit, écoutez, il y a votre moulin qui s'est effondré. Ah bon? Et elle me dit, tu veux bien m'emmener voir? J'ai dit, il n'y a pas de souci, je vous emmène voir. Elle est arrivée devant son moulin et là, ça l'a touchée, hein, de voir son moulin par terre, enfin, en une partie. Et elle me dit, mais pourquoi tu me dis ça? Je dis, moi, à la limite, je serais prêt à vous l'acheter. Hein. J'ai dit, ça m'intéresse, quoi. Hein, mais je dis, après, c'est vous qui décidez. Hein. Qu'est-ce que tu veux en faire? Je dis, un moulin, pourquoi? Vendu. Je dis, vendu, mais je dis, je croyais que vous ne vouliez pas le vendre. Je dis, j'ai eu écho que vous ne vouliez pas le vendre. Et là, tout d'un coup, vous êtes d'accord? Il dit, oui, un moulin, c'est pas fait pour faire une maison, c'est fait pour faire un moulin. Et tous ceux qui lui avaient demandé en fait de l'acheter, c'était pour faire une maison d'habitation. Et ça, elle ne le voulait pas. Finalement, qu'est-ce que vous lisez dans le regard des autres? Alors, dans notre regard à nous, mais tous ceux qui viennent au moulin, finalement, c'est quoi? Vous avez réveillé quelque chose? Il y a une portée colossale, j'ai l'impression. Alors souvent, c'est évidemment de l'admiration. Ils me disent, vous avez été extraordinaire, vous êtes formidable. Qu'est-ce qui étonne le plus les gens? Ce qui étonne le plus les gens, c'est que déjà, alors, attendez, j'ai des gens qui arrivent au pied du moulin et qui voient le moulin tourner et me disent, mais qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit, de la farine. Ah bon? Donc le moulin, il produit de la farine? J'ai dit oui. Et vous en vivez? J'ai dit, ma foi, oui. J'en vis. Et on en vit raisonnablement bien, quoi. Oui, vous en vivez bien aujourd'hui? Mais bien sûr, oui, tout à fait. Hein. Bon, on est dans un cas un petit peu particulier, puisque moi, je ne suis pas soumis, si vous voulez, au prix des céréales. Hein. C'est mes propres céréales que j'écrase. Donc, ce qui en fait que, on coupe quand même beaucoup d'intermédiaires. Hein. Donc, c'est vraiment du circuit très court, puisque c'est du producteur au consommateur. Donc, ça aussi, ça fait aussi qu'on peut mieux en vivre. Mais du coup, les gens sont très épatés. Et souvent, je les ramène un petit peu à la réalité, et je leur dis, mais c'est pas moi qu'il faut admirer. C'est nos ancêtres. C'est ceux qui ont construit ces fabuleuses mécaniques. S'ils n'avaient pas inventé, je ne les aurais pas reproduit non plus. Hein. Et c'est là, moi, que j'ai beaucoup d'admiration. C'est pour nos ancêtres, qui, avant tout, d'avoir la priorité sur l'argent, avait la priorité sur le fait de se remplir l'estomac. Quoi, hein. Dans ce pays aujourd'hui, vous savez combien vous êtes? Alors, j'ai pas les chiffres exacts. Je sais qu'il y a très peu de moulins à vent aujourd'hui qui sont professionnels. Qui sont en activité. Oui, qui sont en activité. On en a beaucoup qui sont restaurés pour le tourisme. Vous êtes 10, 100, 1000? Je ne pourrais pas vous donner de chiffres. Je sais qu'il y a beaucoup de moulins à eau encore. De moulins à vent, je dirais qu'il y en a peut-être qu'une dizaine en France. Il n'y a qu'une dizaine. Dans un pays de 70 millions. Ouais, je crois peut-être être le seul en Bretagne en professionnel. Quoi. Ouais. Il y avait à peu près 4600 moulins en France dans les années 50. Il n'y en a plus que 400 en tout, et la plupart ne marchent pas. Quoi. Oui, voilà, ils ne marchent plus. Qui fonctionnent, il y en a quasiment pas. Ouais, il y en a très peu qui fonctionnent. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on motive d'autres personnes. Il y a d'autres projets là, qui arrivent, et ça, c'est formidable. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre, finalement? Vous avez choisi d'en parler. Donc, qu'est-ce que votre histoire nous dit? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Et en quoi on peut tirer une leçon de tout ça? Moi, ce que j'essaye de transmettre, c'est l'essentiel. Se remplir l'estomac. Parce que ça semble tellement évident qu'on va toujours avoir quelque chose sur sa table, que du coup, on n'y pense même plus. Mais je crains, et j'espère que je me trompe, qu'un jour, il faudra peut-être y penser sérieusement à se remplir l'estomac. Parce que si on laisse cette situation comme elle est là aujourd'hui, on n'a pas le droit de laisser, je dirais, la subsistance des hommes dans les mains de quelques personnes. C'est très grave. Il est important de retisser sur les territoires des petites activités comme ça, qui se tiennent les unes aux autres
et qui permettront peut-être, quand une région sera un peu plus, qu'aura un petit peu moins de récoltes ou aura un petit peu moins pour se nourrir, eh bien, ce sera peut-être l'autre région qui la nourrira. Que si effectivement on se fie qu'à quelques grandes multinationales, eh bien, écoutez, si on passe sur quelques années difficiles, eh bien, on aura bien du mal à se nourrir. Et quand on se remplit plus l'estomac, c'est grave, quoi. C'est très grave. Alors Tom, vous n'incarnez pas l'Amérique, ni les multinationales, mais je voudrais savoir comment une histoire comme ça est reçue par quelqu'un qui vit dans un pays où c'est évidemment une autre logique. Je trouve cette histoire géniale. Je suis né dans une région où il n'y avait que des fermes et des vergers. Et petit à petit, au fur et à mesure que les gens s'installaient, les fermiers ont été obligés de vendre leur exploitation parce que ça leur rapportait beaucoup plus que leur récolte. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucune ferme dans la vallée. Toutes les exploitations agricoles sont regroupées au centre de la Californie, à des centaines de kilomètres des marchés. Et tout est dirigé par de grands groupes. Je crois que chez nous, il était inévitable que ça se passe comme ça. Mais ce que vous faites, vous... Jean-Pierre résiste. Il résiste à ce que vous venez de raconter, et c'est un mouvement mondial. Moi, ce que C'est j'aime peut-être parce bien... que je comprends pas tout. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a une phrase, moi j'avais entendu un comique américain qui disait « Le rêve américain, pour y croire, il faut être quand même bien endormi ». Et je pense qu'il y a le nouveau rêve, entre guillemets, là, qui est le brut sud de la Bretagne, peut-être, mais c'est justement cette idée de l'autonomie, de l'autosuffisance, de recréer du lien entre les gens, et la joie qu'il a, la joie des clients qui viennent, en fait, le fait que tu refuses même des clients, c'est quand même, ça dit quelque chose, ça peut être aussi ça, le nouveau rêve, voilà, on retisse du lien, et on est heureux avec peu de choses, et ça fonctionne. Bon, moi j'ai envie d'appeler Jean-Pierre. Ouais, bravo. Merci. Merci d'être là. Et donc, effectivement, vous êtes inspirant. Vous acceptez ce mot? Oui, je veux bien. Ça vous va Je bien, souhaite. Ouais, ça vous va très très bien. Merci beaucoup. Et là, je me retourne vers Luc, qui allait nous parler d'un boulanger qui aime son métier, mais évidemment, c'est extrêmement pénible de se lever tous les jours à 2h du matin. Et lui aussi, il a inventé sa propre vie. Mais vous reviendrez parce qu'il va nous en parler une autre fois. Très bien. Comme ça, on a pris du temps avec vous, c'était très important. Merci beaucoup. Merci Marc de nous présenter des gens formidables. Merci Brigitte. Merci Jean-Pierre d'être venu de Bretagne. Merci d'être venu des États-Unis, Tom, le papa américain d'Isabelle. Merci Justine. Isabelle, vous avez passé un bon moment? Un excellent moment, vraiment excellent, très inoubliable. Bon, en tout cas, nous aussi. Parce que je peux dire que vous êtes très inspirante, puisque Isabelle a recherché, elle était née sous X, elle a recherché ses parents et elle a découvert après 12 ans de recherche que ses parents étaient américains. Donc c'est son papa américain. Vous imaginez l'histoire? Vous avez plein de trucs à vous raconter. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci, on peut vous applaudir. Je voudrais terminer avec cette phrase d'un poète, ne pas partager est... D'un poète dont je ne connais pas le nom encore. Ne pas partager est une perte de temps. Alors merci à vous tous de nous en avoir fait gagner. Merci à vous. Merci. Si vous aimez les belles rencontres inspirantes, demain, vous serez subjugué par le témoignage de Delphine Appiou. Cette battante a livré le combat de sa vie contre le cancer. Une survivante qui a surmonté la maladie grâce à l'amour de ses proches et à son humour décapant. Alors le pire dans le cancer, c'est l'attente. C'est pas quand on vous dit vous avez un cancer, c'est un soulagement quand on vous dit vous avez un cancer. Les 2 semaines où c'est en culture et vous dites, certains me disent j'en ai un, j'en ai pas un, peut-être que c'est pas, peut-être qu'ils sont trop. C'est inhumain. Oui, le cancer est une chance et je vis avec et je vis super bien avec.